Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga. En 2 dates, la ville aura une croissance de tant d'hectares. Des agrandissements 50 hectares et la communauté sur le monde rural 100 hectares, et la phagocyté 200 hectares. Là, on peut voir le point de vue spatial, comment la ville aussi s'est développée dans l'espace, aussi le point de vue démographique par ces taux. Et cette croissance est aussi mise en relation avec le taux de voyage. On va voir le pourcentage de la population qui va dans les villes. Ce taux de valorisation qui permet aussi de voir le degré d'évolution des sociétés. Ça veut dire que la part de la population urbaine dans la population totale, pour mesurer le taux de valorisation, il faut faire le rapport avec les deux. Quel est le poids des citadins dans la population de la région, du territoire, du pays, ou bien du bloc 15. Là, on peut les donner et les évolutions à l'échelle mondiale. Comment on est passé des sociétés à dominante rurale à des sociétés de plus en plus urbaines. On peut aussi mettre en relation population urbaine, population rurale, pour aussi appréhender le taux de valorisation. Montrer ces évolutions, ces transformations des sociétés. Maintenant, ce sont ces changements dans le temps qui permettent aussi d'apprécier les transformations des sociétés. Quand on passe d'une société à dominante rurale à une société urbaine, ça se traduit aussi par des transformations des champs.
Donc, qui mesure le pourcentage de la population urbaine vivant dans les villes et l'analyse du taux d'urbanisation dans le temps permet aussi d'appréhender les transformations globales des sociétés. Quand on regarde simplement à l'échelle mondiale, on va se rendre compte que même si l'urbanisation est un phénomène ancien, mais l'ampleur est récente. C'est récent. Par exemple, en 1850, on avait 6,4% de la population du globe qui était urbaine. 6,4% en 1850. Qui est presque doublé 50 ans après, en 1900. 1900, on se retrouve avec 14%. En 1950, on double, on passe de 14 à 30%. C'est en 2007 où on a atteint les 50% de glissement en faveur de l'urbain. Donc, vous dites que c'est un phénomène, quand même l'ampleur il est récent. Une récence, ce n'est pas donc, si le phénomène est ancien, pour les sujets depuis l'Antiquité, mais l'ampleur du phénomène est récent, surtout à partir du XXe siècle, que nous observons l'urbanisation du phénomène majeur qui va caractériser les sociétés contemporaines. Et en 2030, l'inclusion des Nations Unies donne 60%. Bien que on est presque dans un processus, je ne sais pas si on peut dire irréversible, où on évolue vraiment vers des sociétés de plus en plus urbaines, où la vie devient les espaces publics de l'ensemble de la population du globe. C'est la tendance, à moins qu'il y ait inversement. Mais même, il y a une masse dans les campagnes, et va même se traduire par une concentration. Dire, grâce à une donnée majeure qui caractérise l'évolution des sociétés. On compare l'explosion urbaine pour calculer le rythme de la croissance urbaine. Et que maintenant cette urbanisation-là prend différentes formes, différents aspects, en fonction des progrès enregistrés dans les sociétés, sous l'effet de l'emploi et des services, mais également sous l'effet des innovations sociétiques. Les innovations sociétiques. Parce que la vie aussi, elle fonctionne et développe. Et est fortement marquée par les innovations sociotechniques, mais aussi les innovations sociales qui favorisent la cohabitation, le vivre ensemble de ces
que ces populations dans ces pays. Tout simplement, vous donner un exemple, c'est aussi factoral, même si c'est la malbouffe, c'est grave, ça rend obèse, mais c'est tellement défi cette forme de respiration rapide qu'on observe dans nos pays. Au Sénégal, même dans les banlieues, il y a le don pour cœur. Il y a le don pour cœur. Les gens aussi, ils ont créé un tapis pour en faire un plat pour faire passer la crise, pour pouvoir trouver des solutions. Donc, pour gérer les crises, tout ça aussi s'inscrit dans ces transformations-là, au-delà de l'extension, au-delà de l'évolution des pays. Des transformations non seulement sociales, mais également spatiales. Par exemple, nous avons interprété de façon supplémentaire sur World Population Data, ou bien donc World Urban Prospect des Nations Unies. Vous allez voir cette projection en lien avec l'urbanisation à l'échelle plaque, à l'échelle mondiale, où on donne avec des bases de données. Ces grandes tendances d'évolution de la population urbaine dans le temps, parfois même à l'échelle du pays. Ces évolutions, voir aussi comment, surtout à partir de la moitié, la population augmente, mais ce qu'on observe aussi, c'est que le taux de croissance urbaine commence à diminuer, même si la population augmente. Maintenant, les taux de croissance urbaine qu'on connaît, de 1960 à nos jours, la tendance plutôt d'inverse. Donc, quand on regarde dans le cas du Sénégal de l'Afrique, il y a des moments où on avait des taux de 10%. Maintenant, on est autour des 3-4%. Donc, il y a une tendance aussi globale à la perte du taux d'urbanisation. Les rythmes qu'on avait dans les années 60 et 70, aujourd'hui, on n'a pas ces rythmes d'évolution. Et pour dire que si c'est un phénomène majeur, on observe des différences majeures des tendances d'urbanisation entre les régions du globe. Quelques données pour cette publication pour le monde. Par exemple, quand on regarde en 1950, en Amérique latine, on était à 40%. En Europe, on était à 50%. En Amérique du Nord, à 65% de taux d'urbanisation. Dans les pays les moins développés, on était à moins de 20%. Par exemple, la Chine est à 17%. À 11%, la Chine est à 11%. L'Inde est à 17%. Et les États-Unis à 4%. L'Allemagne à 72% pour montrer ces différences. Donc ça veut dire qu'en Asie et en Afrique, on avait presque moins de 15% de taux d'urbanisation en 1950. L'Afrique et l'Asie. Quand on voit, c'est n'avait aucun n'avait donc taux, ça veut dire moins de 4 sur 5 dans ces régions est décidable. Moins 2 sur 5. En 2020, on est à 35% pour l'Asie. En Afrique, on s'approche des 50% pour montrer des évolutions pour dire entre système phénomène universel. Entre les différentes régions du globe, on voit ces différences, on voit ces rythmes d'évolution différents, même si les écarts continuent à se resserrer.
resserré entre différentes régions. Alors que quand on regarde par exemple les statistiques, les projections, on dit qu'en 2025, 24% de la population des pays développés et urbains compte 57% pour les pays en développement. L'Amérique latine est entre les 80 et les 85%. Donc l'Amérique latine, parce que ça se comprend surtout l'Amérique latine. Pourquoi l'Amérique latine a été très survalorisée par exemple, comparé à quand on met le rapport, on voit qu'en Afrique par exemple, le Congo, c'est l'un des pays qui a le taux d'urbanisation les plus élevés. Qu'on peut lier même à l'effet, aux effets de la tropicalité, où ces gens-là ont tendance à se concentrer dans les établissements urbains. Mais dans les établissements humains, de plus grande taille, moins dans la dispersion qui caractérise les zones sahéliennes et les zones de savane. Donc, dans ce là on a des taux d'urbanisation assez élevés, mais aussi parfois des urbanisations assez anciennes, depuis la colonisation espagnole du portugais aussi, qui avait consolidé, qui avait créé ces villes, notamment en aujourd'hui, 55% de la population chinoise est urbaine, 45% pour l'Inde. Le Brésil est à 89%, quand on parle de ces exemples de PIX, même avec le PIX, on peut observer ces différences entre les différentes régions, entre les différents pays. Mais aujourd'hui, on sait que l'essentiel de la population urbaine est dans le sud, que l'essentiel de la population citadelle sont dans les pays du sud, alors bien évidemment où l'essentiel de la population urbaine est dans les pays du nord, dans les pays développés, notamment dans les années 50, aujourd'hui c'est incroyable. Les grandes métropoles sont aussi dans le sud, non pas dans les pays développés. L'évolution même de la population urbaine, quand on regarde les villes de plus de 1 million d'habitants, on va voir que l'essentiel des villes millionnaires sont dans les structures. Et cette différence donc, de rythme de taux de population dans les différentes régions montre aussi des différences en termes de croissance urbaine entre les différentes régions du globe. On le voit notamment dans les sud. Par exemple, en 1975, pour les villes de plus de 10 millions d'habitants, il y en avait 4 villes de plus de 10 millions d'habitants. En 2005, on en a 20. En 2015, on en a 22. Pour monter aussi la taille, l'augmentation du nombre de la taille des grandes agglomérations petites comme moyennes. Quand on prend les villes de 5 à 10 millions, on avait 17 en 1975, 29 en 2005 et 39 en 2015 qui montrent ces évolutions. Les villes de 1 à 5 millions, on en avait 174, 380 en 2005 et plus de 480 villes millionnaires. Les villes de moins de 1 million d'habitants pour montrer qu'il y a un rapport entre le nombre et la taille démographique. Plus on voit donc, dans l'échelle supérieure, rapport à la taille, le nombre va
Donc, l'essentiel des établissements humains, bien les établissements humains, c'est les villes, soit de moins de 500 000 habitants. Moins de 500 000 habitants. Là aussi, ça veut dire que l'essentiel de la population urbaine, elle n'est pas dans les mégapoles, elle n'est pas dans les métropoles, elle est dans les petits et les moyens, de 10 000, de 20 000, de 30 000, de 50 000, mais notamment en Afrique, nous ne sommes pas souvent à Dakar sur quoi, mais la population est surtout dans les petits et les moyens. On voit qu'on compare le poids de Dakar est en train de baisser. Il y avait des moments où un citadin sénégalais sur deux était Dakar. Parce qu'on est à cause de Dakar, et ça va continuer. Ça va continuer. Le poids de Dakar va continuer à baisser. Parfois même, peut-être Dakar va perdre la population de certaines communes, certaines Dakar vont commencer à perdre la population. Pour montrer cette différence en termes de rythme de croissance urbaine. Par exemple, quand on met l'accent maintenant sur l'Afrique et qu'on regarde les évolutions de 1950 à 1910, on a gagné 170 millions de citadins en Afrique. Donc, 170 millions de citadins de plus. Entre 4, ça c'est entre 1950 et 1990. Entre 90 et 2000, plus de 130 millions de citadins. Sur 10. Pour montrer comment aussi en Afrique on voit cette tendance d'urbanisation assez forte, assez marquée. Elle est surtout régulière, même si on voit un resserrement dans le temps. Et donc, comme croissance et concentration de la population, c'est une donnée en Afrique. Et que cette concentration-là, elle n'a pas contribué à vider les campagnes, loin de ça. Mais les plus de repos, les campagnes qui se développent, et donc à le rythme. On a une multiplication du nombre de pays, notamment petits et moyens en Afrique. Dans les pays développés en général, ce qu'on regarde, par exemple, l'Europe, quand on regarde l'urbanisation des pays développés, il leur a fallu presque un siècle, voire 2 siècles, pour atteindre un taux d'urbanisation supérieur à 50 pour 50%. Alors que dans les pays du Sud, l'Afrique, on a réalisé ce gap en 20 et 30. Ça fait que sous des décès, les processus qu'ils ont connus sur des siècles en termes d'évolution de la population urbaine. Nous, les pays du Sud, nous avons expérimenté dans 30. Donc, on dit que la temporalité aussi de l'urbanisation n'est pas la même. Pour les uns, ça s'inscrit dans un temps long, pour les autres, ça s'inscrit en forêt assez réduite. Il y a une différence aussi par rapport aux processus d'urbanisation, ces manifestations, non seulement dans l'espace, mais aussi la vitesse, le rythme d'urbanisation dans le temps, le rythme plus concentré dans les pays
en développement, en Europe, c'est des siècles que ce processus-là s'est matérialisé. D'où cette explosion urbaine dont on parle, décrire cette évolution-là, cette transition urbaine qu'on observe dans le sud, même si c'est déjà bien dans les nords, et l'importance aussi de la croissance des variables naturelles des éléments en recherche. On n'a pas reçu des apports migratoires, pour d'autres régions, comme ce qu'on a observé aux États. La contenir de l'occupation de terre, terrain et l'eau. Tous les substances qui se vivent aux États-Unis, des densités des problèmes aussi, c'est une globalisation. On n'a pas connu en Afrique comme en Asie. Les déplacements connus, c'est plus lié à la crise, environnementale, de la politique, qui explique certains mouvements. Et c'est ce qui pose la question de la maîtrise de l'expansion urbaine, son encadrement. Parce que si vous dites que vous avez un taux d'urbanisation de 5%, et que vous avez un taux de croissance urbaine de 3%, il y a déjà un décalage. Comment financièrement accompagner les sports, supporter l'extension des villes, comment faire amener l'eau, comment faire la l'électricité, l'aquarium, l'assainissement, les équipements scolaires, sanitaires, comment planifier. Ça pose des difficultés d'aménagement. On voit aussi ces effets dans le fait. Alors que quand on regarde les pays développés, ce qui caractérise cette urbanisation, c'est d'abord la concentration, mais également la diffusion. On a d'abord lancé un processus de concentration urbaine dans les métropoles des pays du Sud, si on prend le cas de l'Europe et de l'Amérique du Nord. On avait cette culture compacte. Ils doivent être assez denses où les activités, les populations sont concentrées sur un certain nombre d'établissements urbains avec une forte densité de population, d'infrastructures et de services. Ça veut dire jusqu'aux années 50, c'était ça ce modèle qui dans ces pays développés, dans une moindre mesure aux États, on est dans la concentration. L'urbanisation marquée par une forte concentration des infrastructures et des activités. C'est après qu'on observe un phénomène de diffusion. Donc ça veut dire la dispersion. D'abord, concentration, individualisation, auquel s'ajoute les propos avec les banques en Europe. Il a fallu soulever des transports, notamment l'automobile, qu'on voit ce phénomène de diffusion au point qu'on parle d'urbanisation diffuse. L'urbanisation diffuse, ça veut dire la diffusion de la population, mais également la diffusion des activités. La diffusion des activités dans l'espace où on pose même la question de la vie, du sens de la vie, ou de la non-vie. Avec cette urbanisation diffuse, est-ce qu'on est toujours dans la vie? Est-ce qu'on n'est pas sur d'autres formes de civilisation? Cette diffusion, dispersion de la population, des activités dans l'espace, au-delà de l'agglomération, c'est plus simple, c'est juste. Pas dans une continuité
caractérise cette forme de concentration urbaine, mais surtout dans la dispersion. Et surtout les villes américaines sont marquées par la dispersion, ce qu'il appelle la suburbienne, ou bien les suburbs. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 160 millions d'Américains qui habitent ces formes d'urbanisation diffuse. Ils sont pris dans le compact, mais ils sont autour des grandes villes, dans ces suburbias-là, où la population s'est déplacée, mais également les actifs. Cette est une part importante de la population dans un rayon qui peut aller même jusqu'à 100 ou 120 km autour d'une grande métro. Alors que si c'est dans les pays on est souvent dans un rayon de 30 à 50 km, cette forme de débordage diffuse autour de ces agglomérations. Alors que ces agglomérations, c'est encore de 100 km. C'est deux éléments qui caractérisent l'urbanisation au point pour pas la chita diffusable. Donc, les Italiens, les premiers à appréhender ces formes, ils l'ont appelé la chita diffusable. Donc, la ville diffuse. Aujourd'hui, il y a toute littérature maintenant qui commence à s'interroger, à questionner ces formes d'urbanisation diffuse. Surtout à l'heure de la durabilité, parce qu'il y a des moments où on condamne ces formes d'urbanisation diffuse. Aujourd'hui, la réflexion change, notamment en rapport avec l'urbain et le rural. Au final, peut-être que ces formes d'urbanisation diffuse ont des qualités intrinsèques qui méritent d'être analysées, d'être appréhendées dans le contexte de la durabilité, du développement et du développement durable pour mieux penser ce rapport à la nature du paysage dans les établissements, à nous faire concentration. Pour les pays en voie de développement, souvent les taux de croissance urbaine tournent autour de 4 et 5% communal, dynamique démographique interne et externe, migration et naturelle, notamment au niveau national, on voit les différencier par rapport à d'autres pays où souvent on est autour des deux. Et même aujourd'hui, on parle même de la décroissance urbaine. La décroissance urbaine est aussi une réalité, notamment en Europe et en Amérique. La décroissance urbaine, notamment dans la seule bête des États-Unis, c'est-à-dire autour de Michigan, Détroit, Cleveland, toutes ces villes sont dans une phase de décroissance, dans une phase de décroissance urbaine. Ça veut dire justement quelles sont comparées à cette société. Nous, on n'en est pas encore là, mais décroissance urbaine quand même en cause de l'importance des dynamiques démographiques et d'une faible modification des rapports ville-campagne en termes de peuple. Généralement, les étudiants qui ont tendance à dire développement des villes, avec l'exode, tout ça, les campagnes africaines ne sont pas vidées au profit de la ville. C'est les campagnes européennes qui sont vidées au profit de la ville, notamment avec l'industrialisation, avec la mécanisation agricole, avec l'emprise du capital sur les terres agricoles. Mais en Afrique, les campagnes ne sont pas vidées. Donc ça veut dire qu'ils ont conduit à se développer. Peut-être que les gens ont quitté la petite ville, ils sont passés par la moyenne pour aller à la grande ville. Même si il y a un mouvement aussi de départ des bureaux vers ces centres urbains, mais ça n'a pas créé un phénomène de développement dans les zones rurales. Donc les campagnes là, elles ne sont pas vidées, elles gardent
dynamisme et aussi le zéro. Là, j'avais un graphique qui mettait en rapport le PIB par habitant et le degré d'urbanisme et le degré de validation. Donc, le rapport entre le PIB par habitant et le degré de validation. Et on va voir que souvent les pays les plus urbanisés ont un PIB plus élevé. Quand on compare l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie et les Caraïbes. Il y a une forte corrélation entre le taux de croissance, le degré de validation et le PIB par habitant. Donc, pour dire que la ville, même si elle a été souvent condamnée, notamment dans le discours en Afrique, regardez les anciens films, théâtre en Afrique, regardez, la ville est associée au terrassement, à l'acculturation. Donc, maintenant, on est une véritable exemple modèle des apôtres de la ville prière. Donc, vous avez la différence parce que vous allez voir comment la ville a été traitée, comment la ville a été traitée dans la société africaine. Donc, il y a une perception négative de la ville. Une perception négative. Alors qu'on n'a pas vu le pays qui s'est développé sans survivre. Aucun pays au moins ne s'est développé en restant de là. Je vous demande de vous donner un exemple. L'urbanisation de ville développe par le développement de la plupart des pays de ce donc, ça veut dire que c'est l'urbanisation aussi qui a favorisé le développement. Donc, ce lien-là, il est assez correct. On n'a pas encore vu le pays qui est toujours resté en tout cas dans un modèle axé sur l'économie rurale et qui parvient à tirer son épingle du jeu dans ce développement. Donc il y a une forme de corrélation. Même le Japon attache par cette tradition. Le Japon est plus bas. Même les modèles récents, quand on regarde les pays du Moyen-Orient, les proches du Moyen-Orient, Dubaï, Abu Dhabi et autres, ce qu'on voit là-bas, c'est une nouvelle forme d'urbanisation qui se développe, qui se crée, qui cherche à sortir des ressources naturelles, sortir de la logique de la grande pétrolière, imaginer d'autres ressources en termes de développement, le business, le commerce, les loisirs, pour attirer au point que ces villes sont des beaux lieux pour le business, pour le tourisme et pour différentes activités. Regardez l'Arabie Saoudite, on parle d'Afrique, l'Arabie Saoudite qui a, disons, la plante du pèlerinage, même si d'autres, ils ont toujours des mines, il y a rien de par la lampe de la mer, et quand on regarde la trajectoire de cette ville, en termes d'urbanisation par rapport aux autres, voilà la différence. Maintenant, nous allons parler des mécanismes de la croissance urbaine. Qu'est-ce qui favorise cette croissance urbaine? Donc, ça veut dire que les facteurs qui favorisent la croissance urbaine. Différenciation aussi de la vie de pour qu'il y ait croissance urbaine, donc il faut qu'il y ait soit ces deux biais. Ça veut dire la capacité à cumuler, la capacité à cumuler des effectifs
mais aussi la capacité à cumuler certaines activités, certaines formes de fonctionnement économique. Être en mesure d'attirer de la population, mais être en mesure aussi de les absorber, sur le plan économique pour favoriser leur insertion dans la. Donc, ça veut dire que les variables démographiques sont déterminantes dans la croissance dans la dynamique de croissance. Mais aussi les ressources naturelles. On a des variables liées à des dynamiques sociales, dynamiques démographiques comme dynamiques économiques qui sont motrices de la croissance urbaine, mais aussi les ressources naturelles ont une part importante dans la croissance urbaine. Si vous n'avez pas des terres agricoles fertiles, si vous n'avez pas des terres agricoles fertiles pour pouvoir approvisionner vos citadins, vos villas vont passer des voies. Parce qu'elles vont avec les grains ne sont pas capables de pouvoir résorber ou bien chercher à combler ces défis. La richesse du sous-sol a été une cause de valeur. Les villes minières, les villes agro-industrielles, s'il n'y a pas la palme au Sénégal, il ne peut pas château. C'est la palme, c'est les terres disponibles qui produisent la ville, la canal, c'est une base potentielle agroécologique, et ça doit exister pas. Donc, l'importance aussi des richesses de chaque. Quand on parle aujourd'hui de ville industrielle, de région industrielle comme la Ruhr en Allemagne, c'est parce qu'elles étaient assises sur des mines de charbon. À un moment, quand on parle de la Lorraine, tout ça, c'est des villes minières. Quand on parle du développement des États, c'est les États-Unis se sont développés grâce au pétrole et grâce au charbon. C'est une ville autour de ces ressources minières, autour de ces ressources naturelles. Allez au Congo, au Musulman. Tout ça, c'est des villes minières. Si vous connaissez ce grand Tete Mazembe, s'il n'y avait pas de ressources minières, Tete Mazembe n'existerait pas parce qu'il y a des mines qu'on a pu exploiter, créer la ville, créer des gens riches pour pouvoir investir dans le football et avoir un grand club de football. Grâce aux ressources minières, Tete Mazembe qui montre l'importance des ressources naturelles. L'importance aussi des grandes voies de communication, notamment naturelle, fluviale, maritime, routière. En termes de zone de confiance, tout ça aussi a favorisé des villes de par de position de Gênes, ça regarde Gênes en Italie, Venise, sur la mer Adriatique. Si elles ont pu rayonner et dominer le monde par ces conquêtes en ouvrant l'Amérique, le commerce transcontinental, l'Asie, la route des Indes, tout ça, c'est grâce à l'opposition. Toute cette bataille qui s'en suit pour s'accaparer sur le commerce commercial entre Byzantin, Rome et entre l'Empire ottoman. Toutes ces dominations-là étaient liées à cette position stratégique aussi.
aussi l'importance de ces voies de communication, aussi le positionnement, être aussi sur les grands axes et développer le commerce pour pouvoir s'enrichir du commerce. L'importance aussi de ces voies de communication, de ces positionnements, et quand on regarde les pays en voie de développement, nous, c'est la démographie qui a été le moteur de la croissance ouverte. C'est la démographie qui a été le moteur de la croissance ouverte. À travers les mobilités interurbaines, mais également à travers l'exode rural. Donc, c'est pourquoi on dit, c'est comme si l'urbanisation récente, africaine, c'est comme si elle était différente au changement de structure économique. Mais aussi, peut-être parce que aussi, en ce moment-là, comme je vous l'ai dit, la représentation sur le terrain, nos politiques aussi, ils avaient une représentation erronée de la paix. Ils voudraient aller la théorie du biais urbain. La théorie du biais urbain. Dans les années 60, dans les années 80. Ce qui est dominant, c'est la théorie du biais urbain. Parce que tous nos États pensaient que pour qu'on se développe, il faut qu'on favorise le développement rural. Développons la mécanisation, allons irriguer la vallée du fleuve Sénégal, allons irriguer la vallée de l'Anambé. Les gens vont rester chez eux. On doit freiner l'exode, rural, donc on doit maîtriser l'urbanisation. Ça veut dire la réponse même à l'urbanisation, c'est une réponse indirecte. Traitons le rural et on va régler mieux. Donc il y avait déjà un biais humain en termes de compréhension du processus dynamique et en termes de réponse à bord. Et on a toutes les politiques de développement avaient ignoré la ville. Et on a procédé ainsi dans les années 60, les années 70, les années 80, où la ville n'a pas été regardée comme une politique de développement et voir maintenant comment faire pour créer de la vie de développement. Il fallait des sachets, il fallait des sortir des campagnes, ce que les futurs communautaires avaient réussi à faire pour canaliser les déplacements dans les villes. Durant les indépendances, on voit que cette ouverture, comment ces villes se sont développées, à moins d'être comme la Chine. Le développement du pays est un irrégulier. Parce que vous devez être au milieu rural, vous allez quitter le milieu rural pour la ville, et vous arrivez, et la ville nous exploite. Ou bien les entrepreneurs vous exploitent. Donc, l'importance de la dynamique démographique et cette difficulté aussi à interpréter ces schémas de croissance urbaine en termes d'aménagement, en termes de politique pour encadrer le développement de notre ville. Ce qui fait que cette urbanisation n'a pas été soutenue par un niveau de développement économique pour créer cette dynamique. C'est pourquoi les gens ont créé l'informel. Pourquoi on a demandé réforme, l'informel, on vient en ville. Il n'y a pas d'activité d'usine pour s'occuper. Les gens vont s'occuper. Donc, l'informel a donné naissance aussi dans les pays du Sud. Ça, par contre, c'est une énorme. C'est une innovation des pays du Sud, de l'informel, de notre d'insertion dans la vie à travers ces différentes formes d'activité. Donc, de faire toutes les opportunités d'emploi dans les villes, et paradoxalement,
économique, c'était oublié et pas. Les autres villas qui se développent le plus vont aussi expulser leur population d'une partie de leur population. Parce que quand on développe, on va mécaniser, on va moderniser. Dans un champ où on a des besoins de 3 personnes pour l'occuper, on mécanise 100 hectares, 10 personnes peuvent gérer l'activité. Les zones-là qui n'ont plus accès à la terre, qu'ils peuvent cultiver, ils vont acheter d'autres alternatives, ce n'est pas la mesure de l'État. Donc ça, même le développement rural crée la bonne. Donc toute forme de développement va accentuer les communautés et cette circulation. On dit souvent même c'est pour être illusoire, il faut retenir les populations, il faut les fixer. Parce que le développement va faire avec le mouvement. Les facteurs de la croissance urbaine, donc le contexte géographique joue un rôle important par rapport à ces variables. Même aussi, les sites et les reliefs aussi influent la topographie influe sur l'extension de la croissance urbaine. Quand on est dans une zone de plaine, dans le Sénégal, par exemple, tout est plat, s'il n'y a pas d'obstacle, la ville elle se développe naturellement sur la base d'un modèle radioconcentré, parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Mais dès lors que les obstacles se présentent, on va voir comment la ville va être contrainte dans son développement. Si nous avons la mer, elle peut s'adosser sur la mer, elle ne va pas se développer là, mais elle va se développer dans cette direction. S'il y a un cours d'eau, et vous regardez le fleuve Congo, vous regardez Kinshasa, et vous regardez Brazza, vous voyez comment Kinshasa se développe à partir de ce fleuve-là qui est une frontière, et comment Brazzaville se développe de l'eau en s'appuyant sur le cours d'eau, dans un étalement d'abord linéaire, avec des axes linéaires, avant maintenant que les radiales lyriques, pour favoriser ce développement sous une forme de demi-cercle, à partir de cette topo, de cette contrainte. La mer, un lac, donc il y a un grand cours d'eau. Ces éléments-là aussi construisent des contraintes. Et on va passer de la rive droite et de la rive gauche. Rive droite, rive gauche. À Paris, on sait. Paris, on va dire parisien rive droite. Le parisien rive gauche. Ça veut dire même entre les deux côtés. Du cours d'eau, chacun avec une certaine identité, chacun revendique une certaine citadinité. La question des franchissements, comment on engendre par des ponts qui relient ces discontinuités physiques ou topographiques qui créent des difficultés. Donc, ils vont influer même sur les formules de la croissance, urbaine. Quand on a ces éléments, nous résoudons qui vont déformer la tâche urbaine, la croissance de la ville. C'est le cas aussi d'Accra, au Ghana. C'est Accra aussi, vous regardez, vous allez voir comment Accra s'est développé. Allez au Cap, vous regardez Dakar, je ne peux pas parler du cas de Dakar. Le cas le plus fou, c'est Conakry. Allez regarder comment Conakry s'est développé dans une zone de delta, dans une zone vraiment lagunaire, un métier, une forme de bout de nez comme ça. Et tout est dans le bout de nez, encore que Dakar, c'est presque 4 km de là. Largeur à partir de Conakry s'est développé, ensuite c'est l'accord. C'est raccordé au continent qui crée de nombreuses difficultés pour ces pays, pour montrer comment vivre
Le Cap en Afrique, regardez la baie du Cap. Vous allez voir comment le Cap s'est développé avec ses belles, ce beau paysage, donc moulé par la nature, forme d'arc, assez formidable, c'est agriculté pour se développer. La topographie aussi va jouer un rôle. Quand la vie est coincée entre la mer et les collines, la topo et les collines, là elle est en serre. Donc comment elle va se développer? On peut avoir ces combinaisons. Maintenant, c'est le cas de Rio de Janeiro. Allez sur Rio, vous allez voir comment dans cette zone, dans cette topographie, sur le littoral, comment Rio de Janeiro s'est développé d'abord. Là, avec ces axes là, les lacs, c'est le lieu imposant et qui pose aussi la question de la vue. La question de la vue, ça aussi c'est un ange. La vue de la mer. Dans une zone où la topographie est là, je dois avoir accès à la mer, je dois voir la mer, je ne dois pas m'empêcher de voir la mer comme sur la côte. Comme dit, on fait n'importe quoi parfois. Donc on a même plus une vue de la mer, on ne peut pas en profiter dans certains secteurs. C'est avec ces waterfronts, tous ces logements qu'on met les pieds dans l'eau. Mais ça aussi c'est un ange par rapport à la topographie. C'est comme si vous allez dans une zone un peu escarpée, comme Yen et Dwa. Dwa Dia, ceux qui connaissent il a une petite ville, la petite côte qui est le seul site escarpé de la petite côte. Vous allez voir que toutes les peines de nom sont sur les collines, sur les falaises, orientées vers la mer pour avoir ces vues. C'est possible pas de pouvoir apprécier l'horizon. Et ça, c'est aussi un âge. Non seulement c'est contrainte topographique, mais également, vous allez voir ces vues vont se développer sur les pieds, sur le bord, sur les plaines, après, ainsi de suite, pour voir comment la topographie va marquer le développement du pays. Et même, vous allez voir quand vous allez en Amérique latine, la plupart des pays américains sont autour de 2000 mètres d'altitude. Parce que les Européens cherchent un climat proche du climat des zones tempérées. Et ce climat, ils ne peuvent pas l'avoir dans les zones basses. Donc, ils étaient obligés d'aller sur les hauteurs pour pouvoir y implanter des villes comme Bogota, Caracas. Donc, ils sont très sur les hauteurs et d'abord, ils ont créé des villes pour avoir un climat qui est proche du climat des zones tempérées, parce qu'avec l'effet de l'altitude. Donc, toutes ces villes-là sont des villes de 2000 mètres d'altitude pour montrer l'effet de la topographie. Elle va aussi être contrainte si on n'est pas dans les zones d'altiplat. D'altiplat, donc on va aussi être donc, elles ont aussi cette configuration. Donc, l'impact de ces éléments d'ordre topographique et naturel sur la ville. Mais pour d'autres facteurs même, la ville elle a aussi été moulée par le monde rural. Là, les analyses ont montré la structure du parcellaire agricole. Les grandes pistes, les pistes rurales vont devenir des axes routiers, vont devenir des percées à partir desquelles la ville va s'adopter. C'est comme si quand on regarde en Europe les voies romaines, les grandes voies, les routes que les Romains avaient tracées lorsqu'ils dominaient l'Europe. Ces routes-là, toujours sont devenues des axes d'urbanisation. Et souvent, les villes se sont créées sur ces routes romaines pour organiser le développement autour. Donc, que ces voies naturelles, ces axes routiers anciens, ce parcellaire rural, comment le parcellaire rural a été découpé, la ville va venir modifier peu et ça. Et donc, s'appuyer sur ce parcellaire rural qui est déjà organisé pour le développement des villes pour cette année.
belle image de comment, à partir de ce propos, la ville se développe. Le cas de Saint-Luc aussi est un bel exemple. Hein. Comment Saint-Luc se développe. Se développe avec ces montagnes qu'il a aujourd'hui, avec l'originalité du site de Bastien, les enjeux majeurs. La ville de Saint-Louis est confrontée donc du site d'implantation de la ville de Saint-Louis et les années d'ouverture de la pêche de Soumane qui a accentué la ville de la ville. C'est une forme d'adaptation. Donc, montagne pleine, colline pleine, littoral, tous ces éléments-là vont influer sur le développement des villes. Ça, surtout, on peut avoir un développement, le relief et la mer, on développe les contraintes. Dans ce cas, et ça va influer sur la ville, c'est le cas qui s'appelle l'échec. L'incident qui avait eu à l'échec, lorsque le pont a cédé, lorsque ce pont a cédé, parce que c'est une ville qui est sur le littoral, mais aussi derrière, vous avez les arbres, vous avez les arbres. Les arbres sur une contrainte. Même lorsque c'est développé durant le 16e siècle, au moment où les Christophes étaient jeunes pour aller vers la ville s'est développée en hauteur pour faire face à cette contrainte. Donc, l'équipe du fond de mer, ce développement des villes, sa structuration et son organisation pour aller mais déjà les cas que nous avons ici, vous allez se connaître sur le map, vous pouvez observer l'évolution aussi de la croissance urbaine. Nous avons l'effet des modes de transport, l'effet des modes de transport sur la croissance urbaine. Notamment l'extension spatiale de la ville. Parce que la ville aussi, elle a d'abord été à l'échelle piétonne. Elle a été aussi à l'échelle piétonne ou à l'échelle du jeu, à l'échelle du cheval. Les routes étaient calculées sur l'autre. C'est comme si vous allez à Yoff, à Ngor, à Ouan. Calé à l'échelle pied. Donc, on avait déjà la ville piétonne. Et cette ville piétonne, elle était organisée sur un rayon domicile-travail. Quelle distance dois-je parcourir à pied pour quitter ma maison, aller vers le lieu de travail? Et on avait dit que la ville piétonne, c'était généralement sur un rayon de 2 à 4 km. C'était une ville vraiment très dense, très compacte, sur un rayon assez limite, parce qu'on était à l'échelle piéton. Il fallait marcher. Donc, on dit que qu'est-ce que je peux raisonnablement, dans quelle distance? 2 km, c'est 30 minutes de marche. Déjà, ça commence à faire peur. Donc, chaque jour, si vous devez marcher 1 heure, et vous devez travailler, ça devient autre. Donc, on va voir que c'est autour de rayon de 2 à 4 km que se contenait la ville piétonne. Il a fallu qu'on développe les moyens de transport avec les calèches avec les tramways, que les trucs commencent un peu, on change. On passe, avec le cheval, on passe à une vitesse de 6 à 8 km/h. 6 à 8 km/h. Donc, on suppose donc que la ville, on peut imaginer des distances. Et là, donc la ville commence à se développer de manière continue, mais sous une forme plus ou moins linéaire. Et ça, c'est à partir de 1940. À partir de 1940 qu'on commence à l'observer avec le développement du transport. Pour commencer, c'est le début de la dissociation entre l'activité des résidences. Les calèches sont là pour assurer le développement. C'est le début du tram
celui du tramway pour parcourir ces distances. Maintenant, il a fallu que le chemin de fer arrive. C'est avec la paix du chemin de fer qu'on va observer le développement des bandes. Les bandes pour pouvoir se développer. Là, on n'est plus dans un rayon de 5 à 10 km. Maintenant, on est dans un rayon de 20 à 25 km. Parce qu'on a nos trains pour se déplacer. Donc, au gros, une demi-heure de train. Mais une heure de train, ça nous permet de parcourir 25 km. Maintenant, c'est autre chose. Une demi-heure, on peut parcourir presque 100 ou 150 km. Ensuite, nous avons eu la ville de l'auto, la ville de l'automobile. Avec l'automobile, les gens sont plus libres. C'est pourquoi on associe souvent la voiture à la liberté. Même si c'est le chemin de fer, il ne faut pas que je rate l'heure, il ne faut pas que je rate le train. Sinon, je les attends. C'est très bien. Je peux attendre 5, 10 minutes, 15 minutes, 20, 30, ça commence à faire beau. Donc, voilà. Avec la voiture, on est libre. Donc, en termes de choix de localisation résidentielle, on a plus de possibilités. Et c'est pourquoi on dit que l'automobile est associée à la ville du Sud. Pour le chemin de fer, c'était la ville qui se développe sous le nom des axes de communication. Les axes de communication. Autour des gares, des haltes, des stations. On a des développements, ce qu'on appelle en termes de collier, boucle de collier. En termes de boucle de collier. Une gare, un développement autour de la gare, des prochaines stations, un développement autour de la station, ainsi de suite. Donc, sous forme de collier, boucle de collier. Parce que quand on est une gare, ça crée des comptes. Avec l'automobile, maintenant, c'est la plus difficile. C'est l'étalement urbain. Aux États-Unis, on est dans un rayon de 100 à 125 à 120 km avec l'auto. Parce qu'on a des autos. Une autoroute, 100 km, ce n'est rien. L'autoroute, 100 km, c'est moins d'une. Non, si vous roulez à 100, 120, 130, 140, 160, 120 km, ce n'est rien. Donc, avec l'autoroute, ça veut dire que si j'avais, ça veut dire qu'on ne raisonne plus en distance physique, on raisonne en distance temps. Je suis à combien de minutes? Je suis à combien de minutes du temps? Est-ce que je suis à 20? Est-ce que je suis à 25? Est-ce que je suis à 30? Est-ce que je suis à une heure? Peut-être c'est accepte. Je peux lire, je peux travailler. Pour y aller. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui habitent Bourg, qui viennent travailler tous les jours à Dakar et qui rentrent à Bourg. Parce que le route à péager est là. Le route à péager. Parfois, même si dans les périphéries, c'est plus facile d'aller à Bourg que de venir à Dakar. À 1h50 minutes, vous êtes à Bourg, vous êtes à 5. Alors qu'à Dakar, vous êtes 1h04. Par rapport à Thiès aussi. Aujourd'hui, il y a des gens qui habitent Thiès, qui viennent travailler à Dakar et qui rentrent tous les jours. Parce que le route à péager est là. Donc, comment, avec ces modes de transport aussi, la distance, le rapport avec la distance change. Parce que quand on maîtrise du temps, quand on maîtrise son temps pour arbitrer et choisir son lieu de résidence, et on le voit aujourd'hui, dans Dakar, comme dans de nombreuses villes en développement, où les gens parfois font 2 heures. En France, si vous prenez le TGV, c'est 2 heures sur une distance de 400 km. Comme Dakar, si on avait le TGV par exemple, tu peux venir travailler à Dakar et retourner à Jigué,
Ziguinchor ou bien à Dakar et à Tamba. Parce que je dis que si c'est 2 heures, le confort que je gagne là-bas, la qualité de vie que je gagne, le coût de la vie comparé à Dakar, je l'ai dit, sur les transports, quand je suis chez moi, je suis dans un endroit plus poli, plus tranquille, plus calme, une maison plus spacieuse, poli d'être coincé dans un appart. Donc, on a aujourd'hui déjà ces avantages et que ces effets, ces modes de transport ont un effet considérable sur le développement des pays, sur la croissance. Et c'est les Hollandais, les Pays-Bas qui allaient développer ça. Eux, ils avaient réglé même leur planification sur ça. Ils avaient ce qu'on appelle la politique A, B, la politique ABC. En fonction de la densité des transports, ils vont planifier et organiser la ville sur la base de l'accessibilité. Les services qui ont besoin de beaucoup de concentration, on va les mettre autour des grandes gares. Ça veut dire les universités, les centres commerciaux, les infrastructures sanitaires, tout ce qui traîne beaucoup de flux, on va les mettre autour des deux gens. Les activités qui ont besoin de moins d'influx, comme dans les transports logistiques, on les met dans la zone C. Peut-être ceux qui ont besoin de plus de calme, avec un peu d'accessibilité dans les centres de recherche, dans l'innovation 2, on va les mettre dans les zones B. Donc eux, ils avaient développé une politique A, B, C, en fonction de l'accessibilité qui vont jouer sur la densité. Ici, par exemple, dans les zones accessibles, ou par exemple, zone de Dakar, le BRT arrive, le TR arrive, et peut-être que Dakar Ligue A arrive. Quand on a tous ces lieux qui descendent au secteur, on danse. Si vous êtes dans une zone où il y en a moins, il y aura moins, il y a des activités qui ont besoin de plus d'espace, on va créer plus de parking de tout. Ici, il n'y aura pas de parking. On va les contraindre à utiliser les transports collectifs. Là, zone B, on va créer un peu de parking. Par exemple, 1,5 mètres carrés de parking par 100 habitants ou bien selon le nombre d'habitants. On va créer. Dans les zones C, on peut mettre beaucoup de parking. On va les gens en bois. Donc, ils vont jouer sur ça le politique ABC pour organiser peut-être la marche sur la densité. Donc, comment les modes de transport ont joué un rôle central dans la morphologie, dans la forme des villes sur Dakar. Sur Dakar, il y a la route du Cayor. Dakar, il y a la route du Cayor. Et imaginez si vous la route du Cayor. La route du Cayor à Dakar. La route du Cayor. Là, c'est une partie de Sandaga, donc qui descendait avec l'été. C'était la route du Cayor. C'est pas pour dire aussi que la nationale 1 s'était mise à la place de l'Inde. Et avec le temps, on va voir même que la forme et la structure de la ville va changer avec ses axes. Avant, on ne parlait que de la route de rue. En fait, le centenaire du boulevard de la route de Rufisque. Aujourd'hui, certains ne connaissent pas la route de Rufisque. Qui prennent ce boulevard qui passe par la zone industrielle, il y en a un, le maïs. Avant, c'était ça, le pays dorsal de Dakar. Avant, c'était ça. Maintenant, on a vu avec l'autoroute, on a glissé. Maintenant, c'est l'autoroute qui est l'axe structurant de Dakar. Alors, avant, c'était cette route-là. Pour venir à Dakar et sortir, vous ne prenez que cette route de Rufisque. Donc, aujourd'hui, on raisonne l'autoroute, on raisonne la VDN, la voie de dégagement. Donc, on voit comment même la ville va structurer, va se développer sur la base de ces mesures avec des changements. Un axe qui avait une fonction dans le temps, elle peut être supprimée, elle peut être décalée, et donc vous entrez sur une autre structure en termes
développement pour montrer cette relation entre transport et forme urbaine est une donnée centrale. Voilà, alors c'est des formes urbaines sans les mettre en relation avec la vie piétonne, la vie de transport, les calèches. Je vais vous donner des calèches, l'exemple de la ville de Rufisque ou des villes colonnes. C'est ce qui connaissent des voitures. C'était des voitures. Mais les voitures, ça fait partie de l'identité historique de la ville de Rufisque. On a la ville coloniale. C'était les calèches. Et jusqu'à aujourd'hui, vous allez à Rufisque. Les femmes qui vont au marché central, la plupart prennent calèches. La plupart prennent des calèches parce que vous pouvez acheter vos légumes et le mettre dans la calèche et s'asseoir tranquillement sans avoir de traverser la nationale. Vous connaissez beaucoup d'ici maintenant, traverser le pays, aller dans les pays périphériques. Et ça, c'est l'identité. C'est l'identité de la vie de Rufisque. On ne peut pas parler de Rufisque sans parler à cette calèche qui est typiquement du pays. Paysage comme le déplacement entre Escale, le vieux Rufisque et les autres villes. Peut-être que ça a moins d'importance à Saint-Louis, par Dakar, mais le vieux colonial du Rufisque. Et ils sont attachés. C'est le élément du bourbier urbain. C'est l'élément du bourbier urbain que la ville peut maintenir pour donc favoriser son développement. Et en Afrique, on avait parlé de ce élément de la croissance urbaine. Mais aussi, la croissance urbaine aussi est bloquée. On peut avoir des facteurs de blocage de la croissance urbaine. Je vous donne simplement un exemple pour cette boîte. On a créé Dakar à partir de boîte. On a créé Dakar à partir de boîte. Parce qu'on commençait à être fois à Gorée. Il y avait de fortes densités à Gorée. À un moment, il fallait sortir de l'île. Il fallait sortir de l'île parce qu'on a une contrainte de topo. La ville ne pouvant plus se développer. Gorée ne peut pas se développer compte tenu de son caractère insulaire. Il fallait aller sur la terre du Cameroun. Et donc, Bill Lafayette a décidé en 1854, pendant que les Africains étaient la Tabaski de la Gorée, était une bonne chose, ils ont décidé de s'imprendre cette année à Dakar, à Kédougba, à Dakar. Donc, l'effet de la topographie, l'effet aussi de l'environnement biophysique, quand on est dans des zones de terre, sur des sols hydromorphes, dans un environnement hostile, c'est difficile aussi de se développer. Pour la plupart se développe, mais il faut des moyens colosses en termes de l'essai. La question de la densité, la question des valeurs des terres, tous ces éléments vont jouer au rôle. Et là, souvent, on a des modèles comme ça quand on va en pays Yoruba. Par exemple, vous allez au Bénin, vous allez au Nigeria. Il y a une ville, Gambie. Gambie, c'est une ville qui s'est développée sur l'eau. Si vous tapez sur le net, vous allez regarder Gambie. Parce qu'au temps de l'Afrique dormée, en fait, ils étaient souvent sachés, ces populations, pour économiser la lame. Et les pêcheurs togolais, ils cherchent à fuir par la mer. Ils sont rentrés dans la lagune. Et donc, les militaires du Dormé ne savent pas nager. Ils sont restés dans l'eau. Et quand vous allez aujourd'hui, on a le cas du Nigeria, au Ghana et au Bénin, c'est une ville qui est dans l'eau. C'est comme Venise. Les villes, quand vous les voyez, je vais vous montrer les bras, ils se disputent sur les pirogues. C'est un habitat sur pilotis.
Donc l'école est là, les maisons sont là, séparées par les loups, des pirogues, le mode de collecte. Et chacun a son champ. Ils ont même des champs dans la lagune qui délimitent pour les activités de pêche, qui délimitent pour approvisionner donc les poissons, donc avec les champs, ils délimitent. Mais tout ce qui est dans la lagune à grandir dans des plantes d'eau, mais aussi parfois, même dans les zones les plus contraignantes comme les crêtes, on a vu que des villes aussi qui se développent sur les mines de crêtes, pour des raisons de sécurité. On va sur les endroits les plus inaccessibles, les plus difficiles d'accès, et on va s'installer. On va s'installer pour des raisons de sécurité. Allez dans le Sénégal pour y entrer. Vous allez voir que la plupart des villages bénis, pour fuir donc, pour le fuir, ils sont tous allés sur les hauteurs. La plupart des villages bénis, avec les razzias aussi de la coupe du Mali, ils sont tous réfugiés dans les bords, dans les hauteurs. Vous allez voir, ils sont sur les hauteurs et non pas dans les plaines. Et non pas dans les plaines, pour des questions de sécurité. On va s'arrêter là.